Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé à l'art du montage et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art de la lumière et surtout l'art de la photographie dans le cinéma. Alors attention, pour nous, le terme photographie, ça va être l'art d'utiliser la lumière dans la mise en scène, et pas la photographie au sens je prends une photo. La photographie cinématographique consiste à traduire une vision narrative en images visuelles, en combinant des techniques d'éclairage, des choix d'angle et des paramètres de caméra. L'éclairage va sculpter les scènes, exprimer les émotions et renforcer la narration. La manière dont la lumière est manipulée peut transformer l'atmosphère et le ressenti d'une scène. Chaque type d'éclairage communique des émotions distinctes, les lumières sombres pour des scènes dramatiques, les lumières douces pour les scènes chaleureuses. La lumière guide aussi l'attention du spectateur en soulignant des éléments clés ou en créant des contrastes pour dramatiser certaines parties de l'image. Ce qu'on voit à droite, c'est un plan issu du film Blade Runner de Ridley Scott. Ici, on voit que les choix d'éclairage mettent ici en valeur le personnage. Si vous voyez, il y a une ligne de force, il y a un triangle comme ça qui met en avant encore plus le personnage féminin. En termes d'identité visuelle, l'éclairage façonne l'ambiance et donne une profondeur émotionnelle à chaque scène. Par exemple, un éclairage doux et diffus peut évoquer l'intimité ou la nostalgie, tandis qu'un éclairage contrasté avec des ombres marquées peut instaurer une tension dramatique. La palette des couleurs comme langage visuel. Chaque film peut se distinguer par une palette chromatique spécifique définissant son identité visuelle. Des tons pastels peuvent suggérer une atmosphère légère ou romantique, alors que des teintes sombres, comme on l'a dit, et plus désaturées vont renforcer un sentiment de gravité ou de mystère. On peut voir sur la droite différentes palettes de couleurs pour différents films. On a tout en haut Mad Max, vous voyez, avec des tonalités, des couleurs très chaudes. Il y a beaucoup de couleurs un peu ocre et du marron autour aussi. On a au centre le film The Revenant avec des dominantes de couleurs froides et des couleurs très désaturées. Et on a tout en bas The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, où on reconnaît ici les couleurs pastel typiques des films de Wes Anderson. Et vous voyez qu'on a trois ambiances différentes, alors que ce sont que trois images. On va tout d'abord revenir en arrière et comprendre ce qu'est la lumière. C'est important quand même d'avoir quand même les bases théoriques de ce qu'est la lumière pour comprendre quel impact ça a sur l'éclairage dans le milieu cinématographique. Alors, on va faire un peu de physique. Ne vous bloquez pas, c'est très intéressant, c'est même très passionnant. D'abord, la lumière est une forme d'énergie qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques, mais peut aussi être comprise comme des particules. On parle aussi des photons. Donc, cette dualité ondes-particules impacte la façon dont la lumière interagit avec les objets et se perçoit dans une scène. Si vous êtes passionné par la physique quantique, vous allez comprendre très bien ce que je vous dis. Si vous voulez vous intéresser à la nature, à la dualité ondes-particules de la lumière, je vous invite à vous y intéresser très rapidement, car c'est très intéressant. Connaître justement la nature de la lumière aide à comprendre comment elle peut être manipulée pour obtenir des effets visuels particuliers, comme le halo ou les réflexions. On voit sur la droite, justement, c'est une explication de ce qu'est cette fameuse dualité, donc c'est très difficile à imaginer, donc c'est une représentation en 1905, justement, grâce aux travaux de Max Planck, un grand physicien allemand qui est à l'origine du terme quantum et qui a donné en fait le nom à la théorie de la physique quantique. Bah, justement, notre fameux ami Albert Einstein, l'éminent scientifique, le fameux découvreur de la formule E égale mc2, expliquera enfin la double nature de la lumière. Elle est à la fois ondulatoire, elle agit comme une onde, donc elle va avoir les propriétés d'une onde, mais elle est aussi corpusculaire, elle agit sous forme de petites particules qu'on appelle photons. Justement, ces petits grains de lumière, c'est lui qui les a nommés et on les appelle photons. Photo veut dire lumière en grec. Quels sont les principes de base de la lumière? Il y a tout d'abord la réflexion, ce sont un peu des souvenirs du lycée, si vous vous rappelez un peu de la physique. C'est important parce qu'on va pouvoir les réutiliser dans le cinéma. Donc la lumière rebondit sur une surface et son angle de réflexion dépend de la surface, métallique, mat, etc. En cinéma, cela est utilisé pour orienter justement la lumière indirectement. On va utiliser des murs, soit des surfaces réfléchissantes, soit on va utiliser justement les propriétés des murs, voire de la lumière, justement, par exemple. Il est
il est d'usage dans le cinéma, pendant les scènes de nuit, de mouiller le sol justement pour avoir des belles réflexions de la lumière sur le sol mouillé. Vous voyez, donc on va utiliser ces propriétés-là. En termes de réfraction, la lumière change de direction lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Un principe justement fondamental dans le choix des lentilles. Donc on peut le voir sur la droite, on a un rayon qui est émis, et en vert c'est le rayon qui est réfléchi, et le rayon rouge qui est émis continue à travers le milieu 2, il va être réfracté cette fois-ci. Vous voyez que donc il change, il y a un angle qui change en fait. Donc c'est un peu la fameuse photo, vous savez, quand vous mettez une paille dans un verre d'eau, vous voyez que la paille n'est pas droite, elle est cassée, parce qu'il y a un phénomène justement de réfraction. Ça peut être utilisé de façon cinématographique, justement, la réfraction, pour signifier une ambiance malsaine ou un début de folie, etc., pour casser et briser la figure d'un personnage, par exemple. En termes de diffusion, la lumière est dispersée en passant à travers un matériau, ce qui va adoucir les ombres. En photographie cinématographique, les diffuseurs créent justement une ambiance plus douce. Il y a d'autres phénomènes optiques très importants, il y a notamment la diffraction. Lorsque la lumière passe près d'un obstacle, elle se disperse, créant des halos et des effets de flou. C'est utilisé parfois justement en arrière-plan pour des effets oniriques. On le voit sur la droite, donc on balance un rayon laser qui passe à travers un trou, et il va y avoir comme ça un phénomène de diffraction où la lumière va se répartir encore plus. Il y a ensuite la dispersion. La lumière blanche ici se divise en couleurs, comme dans un prisme, peut être utilisée pour des effets de couleurs de type spécifique, comme des arcs-en-ciel. En termes d'absorption, certaines surfaces évidemment vont absorber la lumière et influencer les ombres, permettant de jouer avec les contrastes. Donc on verra qu'on utilisera dans le cinéma des diffuseurs, des absorbeurs, justement pour soit augmenter l'intensité lumineuse, on va voir ce que c'est, soit diminuer l'intensité lumineuse, et ça va évidemment avoir un impact à la fois sur la lumière, mais aussi sur les ombres. Alors l'intensité lumineuse, justement, qu'est-ce que c'est que l'intensité lumineuse? Tout d'abord, le lux mesure, c'est l'unité fondamentale de l'intensité, ça mesure la lumière reçue par une surface. On parle aussi de lumière incidente, tandis que c'est une mesure un peu plus anglaise, le foot candle mesure la lumière d'une source. Ces mesures permettent de calibrer précisément l'éclairage pour une exposition optimale. On va utiliser des luxmètres pour vérifier que l'intensité lumineuse correspond aux besoins de la scène, et la maîtrise justement de l'intensité lumineuse permet d'assurer des transitions de lumière homogènes entre les plans et de contrôler justement l'ambiance générale à l'image. On peut voir sur la droite avec différents lux, par exemple une chandelle à 1 mètre éclaire avec une intensité plus faible que ce qu'on va voir par la suite. On dit que c'est à peu près 1 lux. Si vous êtes face à votre ordinateur, vous regardez votre écran justement, l'éclairage sera approximativement de 300 lux, donc avec une intensité 300 fois supérieure à celle d'une chandelle à 1 mètre. Un ciel nuageux, vous voyez, et donc même s'il est nuageux, donc on ne voit pas directement le soleil, il est de 2000 lux parce que il y a aussi un phénomène de diffraction et de réflexion des nuages qui crée comme ça une lumière diffuse, et on est quand même à 2000 lux. Une lampe de luminothérapie, elle est à 10 000 lux, et enfin à la plage, en plein soleil, vous voyez, on est à quand même 100 000 lux. Il y a une loi qui est importante en physique, ça s'appelle la loi de l'inverse du carré. Donc on va pas faire de maths, je vous rassure, ensemble, mais c'est intéressant de savoir ce que c'est parce que ça peut avoir des applications dans le cinéma. Ici, en termes de principe, c'est que la lumière perd de son intensité avec la distance selon une loi inverse. Si la distance double, par exemple, si on éloigne la source de la lumière par exemple de 2 mètres par rapport au sujet, et l'intensité sera, elle, divisée cette fois-ci par 4. C'est pour ça qu'on parle d'inverse du carré. Si on s'éloigne de 3 mètres, l'intensité, elle, va être divisée, l'intensité lumineuse va être divisée par 3 au carré, donc 9. C'est pour ça qu'on parle d'inverse du carré. C'est l'image qu'on a à droite. Vous voyez, à chaque fois, plus la lumière s'éloigne d'une surface, et plus elle va être moins intense. C'est normal, c'est quelque chose d'assez intuitif. Savoir justement positionner les sources lumineuses pour ajuster les impacts sur le sujet. Par exemple, un éclairage très proche va intensifier la lumière, mais crée aussi des contrastes plus marqués. Évidemment, plus une source de lumière est proche, là j'ai une source de lumière, parce que sinon vous ne me verrez pas justement, ça va créer une ombre aussi en l'occurrence. Et donc plus elle est proche,
plus elle va créer des contrastes forts. Et plus on s'éloigne, plus ça va faire des contrastes un peu plus nuancés. Donc vous voyez que c'est intéressant de connaître cette loi. Plus on s'éloigne, plus l'intensité va être au carré, divisée au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière incidente et la lumière réfléchie? La lumière incidente, c'est la lumière qui, qui atteint directement le sujet. Elle détermine les zones claires et sombres de l'image. C'est ce qu'on voit à droite. On a la lumière du soleil directement qui atteint notre sujet et on fait une mesure et on a une mesure de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière réfléchie? La lumière réfléchie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la lumière qui rebondit sur les surfaces environnantes et qui adoucit l'éclairage global, ajoutant de la profondeur et des détails. Justement, les surfaces réfléchissantes sur un plateau, on en reparlera par la suite, les réflecteurs, les murs blancs, etc., peuvent être ajustés pour contrôler la lumière sans source lumineuse directe. Quelle est la différence entre lumière dure et lumière douce? La lumière dure, ça produit des ombres nettes et des contrastes assez élevés. C'est utilisé pour des effets de tension ou de drame. Les lumières douces, ce sont des ombres qui sont plutôt diffuses et des contours doux, par définition, utilisés justement pour des scènes plus naturelles et chaleureuses. Alors ce qui est intéressant sur l'image à droite, c'est que c'est le même film, c'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan, qui raconte la vie à un moment donné du fameux Oppenheimer, donc le père de la bombe atomique américaine. Vous voyez qu'on a deux scènes différentes. On a à gauche la scène en noir et blanc, où on voit qu'il y a une lumière qui vient, qui est incidente, alors pour nous d'un point de vue, pas pour lui, hein, donc pour nous, elle vient de la droite, donc il est toute la partie droite de son visage, donc on va dire, si on pense à l'envers, donc toute la partie gauche est éclairée, donc son visage à lui est éclairé, son visage sur la partie gauche, et toute la partie droite de son visage, parce qu'il faut réfléchir à l'envers, et elle, dans une pénombre totale. Vous voyez qu'on voit, on discerne à peine son œil. Vous voyez que c'est un contraste très élevé entre les deux facettes du visage. À droite, on est dans une scène un peu plus naturelle. Cette fois-ci, ça reste relativement sombre, mais on voit quand même que on voit de façon plus nette les contours de son visage des deux côtés, et on voit des ombres beaucoup plus douces et moins contrastées. Voilà. Donc vous voyez que sur un même film, on peut créer deux ambiances différentes. Sur les textures et les formes, tout d'abord, il faut comprendre que les lumières dures vont avoir un impact sur les textures. Ça met en évidence les détails, les contours et les textures des surfaces. C'est utilisé parce que, évidemment, une lumière dure va créer encore plus d'ombre, donc ça va, si un objet est très texturé, les ombres vont être encore plus forts. C'est utilisé justement pour révéler le grain de la peau, les tissus ou les textures d'objets dans les scènes. Ce qu'on voit à droite, c'est une scène d'un film très connu. On voit que la lumière dure ici accentue les textures en créant des ombres marquées. Vous voyez que même la texture des murs en briques ressort d'autant plus, même le tissu du manteau, car la lumière, on voit ici une lumière dure. La lumière douce va, elle, créer une forme d'uniformité parce que les ombres vont être beaucoup plus douces, voire quasiment inexistantes. Ça atténue justement les imperfections et uniformiser les surfaces. C'est particulièrement utile pour les portraits. On le voit à droite, évidemment, dans la filmographie de Wes Anderson. Ça adoucit les textures et les formes ici, justement, si vous voyez la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est que la lumière directionnelle à la lumière diffuse? La lumière directionnelle, c'est une lumière qui est émise de manière contrôlée pour souligner un élément ou créer une ambiance intense. On va typiquement utiliser un projecteur qui va avoir un éclairage direct ou des spots. La lumière diffuse, elle est émise de manière homogène en réduisant les ombres et adoucissant les éclairages. On va utiliser, pourquoi pas, des panneaux LED cette fois-ci avec diffuseur. En fonction des besoins narratifs, un réalisateur peut choisir la lumière directionnelle pour accentuer des émotions ou la lumière diffuse pour des scènes plus neutres ou naturelles. Donc vous voyez, sur la même image, donc c'est le même endroit, sur la première image, on a un éclairage directionnel, vous voyez qu'il y a des spots comme ça fait des triangles comme ça de lumière. Donc il y a des zones qui sont très marquées par la lumière. Et sur l'image en bas, on a un éclairage plus diffus. Il n'y a pas de zone très forte de lumière et des zones très fortes d'ombre. Tout se mélange un peu. On a toujours un éclairage, hein, c'est pas obscur, mais vous voyez qu'il y a une démarcation très forte, une différence très nette entre des contrastes très élevés en lumière et en ombre pour l'éclairage directionnel et un côté plus diffus, justement, avec la lumière qui est plus diffuse, donc moins d'ombre qui soit très forte et très nette. Quelles sont les caractéristiques des sources lumineuses? On a parlé tout à l'heure de l'intensité, déjà c'est une des caractéristiques, c'est est-ce qu'elle est plus ou moins intense, est-ce qu'elle est plus ou moins forte.
Donc la température, la première chose, qu'est-ce que c'est que la température? Donc, ça fait penser évidemment à la température qu'on connaît, est-ce que c'est chaud, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. C'est pas exactement la même chose pour la lumière. Donc tout d'abord, la température pour la lumière, c'est mesuré en Kelvin, du nom d'un grand physicien, Lord Kelvin, justement, qui a travaillé sur la nature de la lumière. Elle détermine la chaleur, donc les tonalités chaudes, ou la froideur, pour des tonalités bleues. C'est pour ça qu'aussi on parle de température. Pour les couleurs, les gélatines et les filtres vont être parfois, et on va le voir ce que c'est, sont utilisés justement pour manipuler les couleurs des sources, qui va ajouter des tons spécifiques. L'intensité, on en a parlé, hein, l'ajustement évidemment de l'intensité contrôle la luminosité et la saturation de l'image, ce qui va permettre de créer des contrastes. On peut voir sur les deux images deux scènes qui sont toutes les deux se déroulent dans des chambres, les chambres des personnages, mais on a deux tonalités différentes. Sur l'image en haut, donc ça vient du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Vous voyez qu'on est dans un bain de lumière froid. Vous voyez que c'est des couleurs bleues, le bleu est associé au froid. Donc il y a juste au milieu une couleur chaude qui sépare les deux personnages. Donc vous voyez que c'est très millimétré. Vous pouvez voir un peu l'obsession du détail de Stanley Kubrick, hein. Si vous regardez même la porte qui est derrière le personnage de Tom Cruise, elle est parfaitement centrée sur son habit en fait, qui a un découpage très net. Donc vous voyez que tout ça c'est étudié et il y a beaucoup de recherches et c'est pour ça qu'on dit d'un certain côté que Kubrick euh, relève un peu du perfectionniste total. Et tout en bas, on a la photo, justement, une image du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Vous voyez que là, on est dans une ambiance beaucoup plus chaude. Déjà, les lumières sont des lumières chaudes. Euh, ce qui est tout autour, donc le mur est rouge, même les couvertures sont rouges. Il y a un jeu de couleurs, on en a parlé dans un précédent cours, que justement dans Amélie Poulain, il y a des couleurs complémentaires. Le rouge et le vert sont deux couleurs complémentaires. Il y a une association de ces deux couleurs. Les couleurs complémentaires, ce sont deux couleurs qui en fait sont agréables à l'œil humain en fait, euh, et là vous voyez qu'il y a un tout autre ressenti par rapport à la froideur du plan avec Tom Cruise et Nicole Kidman dans le film Eyes Wide Shut. Quelle interaction entre la lumière et l'objectif? On peut avoir ce qu'on appelle des effets de halo, on parle aussi en anglais de lens flare. C'est un phénomène causé par l'entrée de la lumière directement dans l'objectif. Cet effet est parfois utilisé pour ajouter de la profondeur ou du dynamisme. On peut le voir directement sur l'image à droite. Ça peut être une utilisation artistique des lens flares. J.J. Abrams, le père notamment de Lost, et il a réalisé les Star Trek et notamment les Star Wars aussi. Il est connu pour l'utilisation de façon artistique des lens flares. Vous voyez, c'est le petit effet de lumière qui traverse l'arrière-plan et qui va même aller par-dessus en fait le personnage. C'est ce petit effet-là. On en voit même d'autres, des petits traits à gauche et en haut. Vous voyez, donc ce petit effet-là, peut-être, en général, c'est une forme d'imperfection euh, de l'objectif, encore une fois, c'est l'impact de la lumière sur l'objectif, mais ça peut être utilisé de façon artistique, ça va donner un style à votre film, justement. Donc, il y a des réalisateurs qui aiment bien travailler avec les lens flares, il y en a d'autres qui préfèrent les atténuer, parce que ça peut être gênant aussi à l'écran si c'est trop utilisé. Ensuite, sur la lumière et la profondeur de champ, l'intensité lumineuse affecte les paramètres de l'objectif et donc la profondeur de champ, ce qui va influencer évidemment la netteté de l'arrière-plan. Sur la distorsion de la couleur, la lumière excessive peut aussi provoquer ce qu'on appelle des aberrations chromatiques, des franges de couleur autour des objets. Ce sont des choses justement, il faut comprendre que on travaille avec des lentilles évidemment et que les lentilles peuvent créer des imperfections et donc il faut évidemment tout d'abord en être conscient pour pouvoir ensuite euh, trouver soit une solution artistique, soit les accepter pour donner un style artistique à son film. Alors qu'est-ce que c'est que l'exposition? C'est la quantité de lumière capturée par le capteur, ce qui va influencer la clarté de l'image. On parle en général d'image surexposée ou d'image sous-exposée. Les trois paramètres de l'exposition sont tout d'abord l'ouverture, on en a parlé dans un précédent cours, on parle d'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. L'idée ici, pour le cinéma, est de maintenir un équilibre pour s'adapter justement aux différentes conditions de lumière, tout en conservant les détails. Le triangle à droite est un triangle très important pour comprendre l'exposition. Ça schématise d'un certain côté l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO, qui déterminent justement ensemble la luminosité et la rendue d'une photo. On va commencer par l'ouverture du diaphragme, donc la partie gauche, parce qu'on en avait déjà parlé.
L'ouverture du diaphragme, ça va permettre d'avoir une maîtrise sur la profondeur de champ, donc sur l'effet de netteté ou de flou quand on cible un sujet. Donc vous voyez qu'en fonction de là où on se place, c'est la lumière qui atteint le capteur, et ben on va avoir justement une faible profondeur de champ ou une grande profondeur de champ, forte profondeur de champ. Vous voyez, ce sont les images qu'on voit ici. En fonction de l'ouverture du diaphragme, on peut avoir un rendu. Là, on a un personnage qui est tout en haut, qui est plus flou, là, le personnage jaune qui est plus flou. Et vous voyez que quand on descend, on parlait aussi de f-stop, justement, c'est pour ça qu'il y a la lettre F qui revient. Le personnage jaune devient de plus en plus net. Et le bleu, évidemment, c'est le sujet, c'est celui qu'on filme à l'origine. Sur la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, notre idée ici, c'est d'avoir une maîtrise sur le mouvement. Vous avez déjà testé ça, vous voyez quand vous filmez par exemple un proche qui court, vous prenez une photo à un moment donné, vous allez voir que si la vitesse d'obturation est mal programmée, vous allez avoir comme ça un effet de flou derrière lui, c'est-à-dire que l'image va être floue, c'est comme quand je fais comme ça par exemple, si je fais un mouvement, vous allez voir une traînée de mes mains, et on parle aussi de motion blur. Et ben, la question qui se pose avec la vitesse d'obturation, c'est soit on garde cet effet de flou, ça peut être un style artistique, donc ça c'est un choix. Si par contre on cherche à avoir de la netteté dans l'image, par exemple on filme une moto qui va à toute allure, si la vitesse d'obturation est mal calibrée, et ben on va avoir l'effet de flou qui suit la moto. Par contre, si on a une grande vitesse d'obturation, parce qu'en fait ce sont en secondes, hein, c'est 1 sur 2000 secondes, donc il est capable de voir des images très nettes sans qu'il y ait un effet de flou, et donc on va pouvoir observer correctement la moto sans avoir l'effet de flou. Mais encore une fois, ça dépend de votre volonté artistique, c'est qu'est-ce que vous souhaitez afficher à l'image. Il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui est mieux, c'est que si c'est une volonté artistique d'avoir du flou, c'est très bien et c'est encore mieux. Il y a enfin la sensibilité ISO, c'est pour avoir une maîtrise de la qualité de l'image. On parle aussi du bruit numérique. Globalement, ça représente la sensibilité du capteur à la lumière. Par exemple, si on est en plein soleil, donc c'est la partie à gauche, on n'a pas besoin d'une sensibilité énorme parce que il est capable la lumière est déjà très intense. Par contre, si on se retrouve, vous voyez, dans un moment très pluvieux, très nuageux, donc il y a très peu de lumière, il faut que votre capteur de lumière soit beaucoup plus sensible, et donc il faut qu'il ait une meilleure sensibilité ISO. Vous voyez que là, c'est pour ça qu'on passe à 6400. Et donc vous voyez qu'avec ces trois grands paramètres, on peut jouer sur l'exposition et sur le rendu de l'image. On peut maintenant redéfinir ces termes. Donc on a vu l'ouverture du diaphragme, c'est l'ajustement de la taille de l'ouverture dans l'objectif qui permet justement à la lumière d'atteindre les capteurs. Ce qui nous intéresse à chaque fois sur ces trois notions, ce sont les interprétations. On a le résumé sur le triangle de tout à l'heure, mais ici justement, ce qu'on doit retenir, c'est que plus l'ouverture de l'obturateur est grande, plus la photo sera lumineuse. Voilà. Sur la vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel l'obturateur va rester ouvert pour exposer le capteur à la lumière. Une vitesse rapide va figer le mouvement, comme on l'a vu avec la moto, donc voilà, si on veut avoir un mouvement net, tandis qu'une vitesse lente capture des mouvements flous avec le fameux effet de motion blur. Sur la sensibilité ISO, on l'a dit, c'est la mesure de la capacité du capteur à capter la lumière. Une ISO élevée permet de photographier dans des conditions de faible lumière, mais peut aussi introduire du bruit, on parle aussi de grain dans l'image. Donc la question, c'est une question de bénéfice-risque, c'est qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on va avoir comme rendu in fine. On a ici un résumé justement pour comprendre là, de façon plus visuelle avec différents paramètres. Donc, si vous voyez par exemple l'ouverture du diaphragme, c'est très schématique et ça introduit bien les concepts. Donc vous voyez que ici on a, donc ce sont les fameux f-stop. Hein. Donc ça va du f32 à du f1.4. Donc vous voyez que f32 justement le diaphragme est quasiment fermé, il n'y a plus qu'un trou, hein, donc, alors que f divisé par 1.4, l'obturateur est très ouvert. Vous voyez, donc il y a différentes nuances. Et donc vous voyez que on voit un petit personnage qui est face à une montagne, et on voit globalement, c'est toujours
le même sujet qui est filmé, c'est la dame qui est filmée face à la montagne, elle qui reste tout le temps euh, nette. Mais par contre, en arrière-plan, on voit l'impact ici, à chaque fois, d'avoir différents f-stop, justement. De la gauche, ça va être très net, on va avoir l'arrière-plan qui va être très net. Évidemment, plus on va avoir euh, un diaphragme qui est totalement ouvert, ce qui va être en profondeur de champ, tout ce qui va être au bout, on va avoir justement un flou. Les montagnes seront totalement floues. Ce qui va créer d'ailleurs, entre parenthèses, un effet de perspective aussi. Ça va accentuer la perspective pour le spectateur. Donc ça peut évidemment être utilisé de façon artistique. Sur la vitesse d'obturation, c'est ce qu'on s'est dit, hein, donc vous voyez qu'on a différentes vitesses d'obturation. Donc c'est en secondes, hein, donc 1 sur 1000 secondes, 1 sur 500, à la fin c'est une demi-seconde. Vous voyez qu'en fonction de la vitesse d'obturation, on peut avoir soit une image qui est très nette, soit le mouvement va être de plus en plus flou. Euh, il va y avoir comme ça une traînée qui se crée. Sur la sensibilité ISO, c'est que évidemment plus on va augmenter en fait la sensibilité ISO, donc la caméra sera capable de filmer dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc elle est beaucoup plus sensible à la lumière, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va aussi introduire beaucoup plus de grains, donc du bruit en fait, à l'image. Mais encore une fois, si c'est un style artistique, si c'est étudié, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc on a vu maintenant, on a commencé par un grand rappel théorique, on s'est intéressé aux grandes notions de la photographie, et on va cette fois-ci s'intéresser un peu plus à l'éclairage et à la narration visuelle. D'abord, comment est-ce que la couleur peut influencer le récit? L'éclairage peut symboliser justement des éléments abstraits, comme la pureté, la menace ou la dualité d'un personnage, ce qui va renforcer l'ambiance générale de la scène. Un éclairage bien pensé intensifie le sous-texte visuel et va enrichir l'interprétation du spectateur par des indices visuels très discrets. Par exemple, dans le film Le Parrain, l'éclairage sombre, comme on peut le voir sur la droite, sur Michael Corleone, symbolise sa lente transformation vers le monde du crime. Vous voyez qu'on est à droite, on avait parlé à un moment de clair-obscur, on est quasiment dans du clair-obscur, c'est-à-dire des zones très fortes d'ombre qui sont collées à des zones de lumière très fortes aussi. Vous voyez, donc c'est très contrasté. Justement, sur le contraste narratif et les éclairages opposés, l'utilisation de zones lumineuses et obscures peut créer un contraste fort qui met en valeur des oppositions internes et thématiques. Ce contraste permet de souligner les conflits internes des personnages ou les dualités dans l'intrigue. Dans le film Black Swan, qu'on peut le voir à droite, avec Nathalie Portman, euh, le jeu d'ombre et des lumières exprime les conflits entre l'innocence d'un côté du personnage principal et l'obsession chez elle, justement. Le contraste, c'est aussi ce qui va nous servir à créer de la tension, justement. Ça va jouer sur l'incertitude du spectateur en cachant certains éléments dans l'ombre et en renforçant justement l'angoisse et la menace. Dans le film Seven de David Fincher, les zones sombres et l'éclairage minimal contribuent justement à donner un sentiment de danger constant. Là, vous voyez qu'on a des personnages, on est en pleine journée, on a encore une fois des personnages qui sont en clair-obscur. Donc c'est très bien fait, c'est justement, alors qu'on est en pleine journée, de réussir à faire ça. Ce qui accentue, c'est un moment clé du film, donc je vous invite, pour ne pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, évidemment, à aller regarder d'abord Seven pour comprendre euh, ce moment très important du film. Qu'en est-il sur l'éclairage et le développement des personnages? On a vu qu'on peut faire évoluer l'éclairage au sein même d'un film. Hein. L'éclairage est un outil narratif, ça fait partie, on en a parlé dans le cours sur le langage cinématographique, c'est euh, un outil qu'on peut et qu'on doit utiliser pour raconter quelque chose. C'est tout l'intérêt de ce cours-là, c'est ce qu'il faut comprendre. L'évolution de l'éclairage, justement, sur un personnage peut refléter son parcours, sa transformation et son état psychologique. La lumière peut être utilisée pour souligner justement les moments de doute, de révélation ou de changement de mentalité. Justement, on peut le voir sur la droite, là, cette fois-ci, c'est dans une série, mais maintenant les séries vont même des fois plus loin artistiquement que le cinéma. Dans Breaking Bad, avec le personnage de Walter White, on voit au tout début Walter White avec ses différentes transformations à différents moments de la série. Et l'éclairage ici, vous voyez, il devient de plus en plus sombre et contrasté à mesure que Walter White se transforme en Heisenberg, ce qui symbolise ici justement sa descente morale et sa corruption. Vous voyez que l'éclairage change totalement alors que au tout début, il y a un éclairage très net et
ça devient de plus en plus obscur. Quand je vous disais que les lumières dures font apparaître encore plus les textures, vous voyez que sur un être humain, donc notamment sur les rides, vous voyez que ça va mettre, une lumière dure va accentuer et vont faire apparaître encore plus les rides, ce qui va marquer encore plus le personnage. Vous voyez que à gauche, c'est le même acteur, une lumière plus uniforme, les rides vont moins apparaître car les ombres seront moins fortes. Comment accentuer les émotions des personnages? Justement, avec un éclairage ciblé, ça permet d'accentuer les émotions du personnage en concentrant la lumière sur certaines parties de son visage ou de son corps. On l'avait vu tout à l'heure avec une image de Blade Runner, avec le fameux triangle de lumière comme ça qui mettait en avant le personnage. Ici, on peut le voir dans Les Misérables, on voit qu'il y a un faisceau comme ça de lumière qui est presque symbolique, hein. C'est pas forcément un vrai éclairage réaliste. Le cinéma ne cherche pas forcément à faire du réalisme, pardon. Donc vous voyez, c'est un lumière qui ici va accentuer ici le personnage incarné par Anna Zoé dans Les Misérables. Qu'en est-il de la profondeur narrative? L'éclairage peut structurer l'espace dans l'image, ça va créer des profondeurs ou des couches qui guident justement l'œil du spectateur. En manipulant l'éclairage, justement, le réalisateur peut diriger l'attention du public vers des détails précis et renforcer ainsi l'impact visuel de la scène. Dans le film Citizen Kane, c'est ce qu'on a à droite. L'utilisation de la profondeur de champ et l'éclairage vont sculpter l'espace et ajouter justement une dimension narrative supplémentaire. On a sur la droite une profondeur de champ forcée, un éclairage travaillé dans Citizen Kane. Qu'est-ce que c'est qu'une profondeur de champ forcée? C'est qu'on arrive à avoir deux personnages à l'écran qui sont tous les deux nets, ce qui est un peu compliqué à faire en réalité. Donc on crée en fait deux images qu'on superpose par la suite pour rendre les deux personnages nets. Et donc ça crée un effet de profondeur supplémentaire. Et si on voit tout au loin, on a un personnage qui est près de la lumière, près de la fenêtre, à l'arrière-plan. Et donc vous voyez que ça crée comme ça une perspective et une profondeur qui est agréable aussi pour l'œil du spectateur. Voilà, je vous rappelle que le cinéma, c'est sur un médium qui est en deux dimensions. Donc c'est très difficile de visualiser la troisième dimension, à part si on utilise des lunettes 3D évidemment. Mais cette composition-là crée un effet de profondeur supplémentaire. L'éclairage, entre parenthèses évidemment, parce qu'on parle ici d'éclairage, vous pouvez voir comment les zones de lumière et les zones d'ombre permettent d'un certain côté de mettre le personnage de Foster Kane bien en évidence, même s'il est dans une part d'ombre. Il est même entouré d'une zone d'ombre, vous voyez, quasiment comme si une main le serrait avec de l'ombre. Et le personnage qui est juste derrière lui est en pleine évidence, en pleine lumière, malgré un plafond qui est un peu sombre, etc., etc. Donc vous voyez que cette lumière n'est pas du tout réaliste, mais elle est très travaillée pour mettre en avant les différents personnages. Sur les scènes oniriques, un éclairage diffus ou surréaliste est souvent justement employé pour illustrer un rêve ou un état de confusion. Ces effets vont créer une atmosphère unique, distincte de la réalité, ce qui va permettre d'explorer la psychologie des personnages dans des événements fantastiques. Dans le film Shutter Island de Scorsese, l'éclairage surréaliste, on peut le voir sur la droite, hein, c'est une lumière comme ça qui est tombante sur les personnages. C'est c'est utilisé pour illustrer les rêves de Teddy, notamment lorsqu'il imagine sa femme entre ses bras. Mais c'est un moment de rêve, c'est pas une lumière naturelle, autant que vous voyez que tout ce qui est autour de lui est dans la pénombre. Donc vous voyez que c'est une lumière très travaillée, mais qui crée une vision assez particulière en termes de lumière, et ce qui renforce ce côté de rêve, d'état de confusion, justement. Sur les scènes oppressantes, un éclairage dense ou écrasant peut donner justement une sensation de confinement et d'oppression, ce qui va rendre l'environnement très étouffant. Cette technique va augmenter la tension et la sensation de claustrophobie, ce qui va renforcer l'immersion émotionnelle. Dans le film, on voit à droite, hein, vous voyez, l'éclairage est très sombre, le film est déjà en noir et blanc. Dans le film The Lighthouse, l'éclairage intense et omniprésent contribue à un climat oppressant et mystérieux. Vous voyez, c'est plus que du clair-obscur, le film est très très sombre, mais c'est ce qui crée son côté très oppressant, justement. Quelles sont les techniques de contrôle et d'éclairage et les techniques de base? Tout d'abord, sur les techniques d'éclairage, là c'est très important, on en avait aussi un peu parlé dans un autre cours, mais là on en parle un peu plus précisément
dans le cours l'art de la photographie. Donc on l'avait déjà dit, c'est qu'il y a globalement la technique la plus connue et qu'il faut d'abord savoir maîtriser, c'est l'éclairage à 3 points. Qu'est-ce que c'est que l'éclairage à 3 points? C'est qu'il y a globalement 3 sources de lumière. Il y a tout d'abord la key light, on parle de lumière principale. Sur le petit schéma, elle est à gauche. C'est la source de lumière principale qui va déterminer la direction et l'intensité de l'éclairage sur le sujet. Il y a ensuite une lumière qui est un peu plus faible, qui est mise sur la droite du sujet. Euh, Ça réduit justement, c'est la lumière de la fill light, c'est la lumière de remplissage en français, ça réduit les ombres, parce que si on n'avait qu'une seule source de lumière, comme moi j'en ai une ici, j'en ai une derrière, mais sinon je serais en contre-jour. Là j'ai une source de lumière, donc ça va créer des ombres très fortes. J'ai pas une deuxième source, euh, donc ça va créer des ombres très fortes. Donc on va utiliser la fill light, ce qui va équilibrer les contrastes sans nuire au volume. Enfin, il y a la backlight qui est derrière notre sujet. La lumière d'arrière-plan, elle est placée derrière le sujet. Ça va créer un effet de contour pour séparer le sujet de l'arrière-plan et donner ainsi un peu plus de profondeur. C'est utilisé pour moduler l'ambiance d'une scène, du réalisme à des effets dramatiques. On peut voir l'effet sur Amélie Poulain. On voit les trois lumières. Donc, comment connaître la key light? C'est là où il y a la zone de lumière sur le visage. Il y a la zone de lumière la plus intense. Vous voyez qu'elle vient, la source vient de la droite. Donc on voit le visage d'Amélie, son côté gauche du coup, qui est plus éclairé. Vous voyez qu'il y a une fill light. Pourquoi on sait qu'il y a une fill light? Parce que on voit une zone d'ombre sur la partie gauche, mais cette zone d'ombre est atténuée. Elle n'est pas très marquée comme on l'a pu le voir sur Oppenheimer, etc. tout à l'heure. Ça va être une deuxième source de lumière qui va venir sur le visage et qui va atténuer en fait les ombres marquées si on avait juste une key light. Et enfin, si vous regardez sur son habit, derrière là, on voit que l'extrémité de sa veste n'est pas noire, il y a un petit faisceau de lumière comme ça euh, sur son vêtement, justement parce qu'il y a une troisième source de lumière qui est derrière elle, qui l'éclaire par derrière et qui permet justement de la faire ressortir de l'arrière-plan, ce qui va créer comme ça un effet encore plus plaisant à l'image. C'est comme ça qu'on travaille ces 3 lumières. Évidemment, on peut travailler de façon plus complexe, mais ça, c'est la technique de base, c'est-à-dire l'éclairage à 3 points. Comment on contrôle? On l'a dit, les ombres et les lumières. Donc on a la fill light, c'est ajustable pour modifier le contraste global en adoucissant ou en accentuant les ombres. Quel impact sur le sujet? Un fill light plus intense réduit les ombres, tandis qu'un fill light faible va accentuer les contrastes. C'est idéal pour un effet dramatique. Dans un film de suspense, un fill light réduit peut augmenter la tension en accentuant les ombres sous les yeux et autour du visage. On peut le voir que ce soit dans Midsommar, dans le film Midsommar ou dans le Batman, comment, alors ce sont à deux moments différents de la journée, et comment il y a 2 techniques d'utilisation de la lumière, notamment dans Batman, vous voyez que il y a en l'occurrence, le visage de Pattinson est très contrasté. Donc, est-ce que là, il y a eu un fill light plus faible? C'est très probable. Je ne pense pas qu'ils utilisent qu'une seule key light. En général, on va utiliser plusieurs sources de lumière. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que son visage reste quand même très marqué par l'ombre. L'éclairage latéral, ça crée un effet tridimensionnel. Hein. L'idée est de placer sur le côté la lumière. Cette lumière révèle les textures et va donner du volume aux objets et au visage. L'éclairage latéral peut aussi marquer la structure du visage ou un objet, ce qui va créer une asymétrie visuelle. Hein. Dans les films noirs, typiquement, on peut voir une image à droite. L'éclairage latéral est souvent utilisé pour marquer les reliefs du visage, ce qui va renforcer le mystère et le caractère du personnage. Vous voyez qu'on a un éclairage qui vient sur le côté droit du visage du personnage, ce qui renforce en fait son côté mystérieux, voire son côté inquiétant. Le contre-jour et ses applications, je suis moi-même à l'origine en contre-jour, j'ai une source de lumière, la source de lumière naturelle qui est juste derrière moi. Si j'avais pas mis une source de lumière ici, vous ne me verrez pas en fait, je serais en contre-jour. Mais le contre-jour peut être utilisé de façon artistique, c'est très, très souvent utilisé. Parce que tout d'abord, ça crée un effet de silhouette. Le contre-jour produit des silhouettes fortes et dramatiques, rendant les détails invisibles mais soulignant les contours. Vous voyez, on peut le voir à droite sur le film Orange Mécanique. Il y a une source de lumière très forte derrière les personnages.
eux, on ne les voit quasiment pas, en fait, on voit pas en fait les détails ni de leurs habits, ni de leur visage, ils sont quasiment dans une obscurité, donc ce sont en fait des silhouettes, et ce qui renforce en fait ici justement le côté inquiétant. Euh, Ça va, en termes de texture et de profondeur, ça va ajouter une bordure de lumière autour du sujet, ce qui va créer justement une séparation visuelle avec l'arrière-plan. C'est utilisé au cinéma pour les scènes de transition ou pour souligner un moment clé où le sujet se détache de l'arrière-plan, comme une entrée dramatique. On l'avait vu aussi dans un précédent cours, dans une fameuse scène d'Indiana Jones, où plein de personnes sont en train de creuser pour rechercher un objet dans le désert, et on voit comme ça Indiana Jones en silhouette avec le soleil derrière lui, ce qui ici en l'occurrence rendait Indiana Jones encore plus iconique, on le reconnaissait en tant que symbole. Tout le monde connaît Indiana Jones juste avec son chapeau et son fouet, évidemment. Quelques techniques d'éclairage sur le visage. On a parlé de l'éclairage sur le côté, donc on peut aussi parler d'éclairage à 45 degrés. Ça crée des ombres douces et naturelles sur le visage en renforçant la structure. Il y a l'éclairage de face, évidemment, on peut mettre la source directement en face. Ça va réduire les ombres, c'est utile pour des portraits flatteurs. Sur la distance, plus la source, on l'a dit, est éloignée, plus l'éclairage est doux, ce qui affecte le rendu de la texture. On peut utiliser aussi la technique de l'éclairage de Rembrandt, hein, donc le fameux peintre, avec l'angle de 45 degrés, pour un éclairage classique de portrait avec un triangle de lumière sous l'œil opposé. On peut voir ici un éclairage à la Rembrandt à droite. Donc, ce qui spécifie l'éclairage à la Rembrandt, c'est qu'il y a un éclairage très intense d'un côté avec la source de lumière postée à 45 degrés. Et on a sur l'autre œil, vous voyez, un triangle de lumière sous le deuxième œil, euh, de par l'ombre projetée du nez, déjà, tout d'abord, et le fait que cette partie du visage est moins éclairée euh, que la partie directe. C'est une technique, vous voyez, qui est très esthétique. Donc rappelez-vous que l'éclairage de Rembrandt, il faut qu'on ait le petit triangle en dessous de l'œil. Alors on va s'intéresser maintenant aux outils d'éclairage. Dans le cinéma, typiquement, même dans la photographie, il y a tout d'abord les réflecteurs et les diffuseurs qui permettent de contrôler l'intensité et la direction de la lumière. Ça permet de créer des effets de douceur ou de renvoyer la lumière sur des sujets spécifiques. Donc on peut voir sur la droite des réflecteurs. En fait, on a vu le principe de la réflexion. Tout simplement, ils réfléchissent la lumière pour augmenter, si on veut augmenter la diffusion de la lumière. Il y a les drapeaux et les volets, on en voit un à droite ici. C'est des techniques pour bloquer certaines parties de la lumière, ce qui va créer des ombres sur des zones précises. On peut voir un drapeau à la droite, c'est juste un absorbeur. En fait, il va absorber la lumière pour pas que la lumière rebondisse sur le sujet. Il y a les gélatines et les filtres, ça modifie la couleur de la lumière pour corriger ou accentuer les tonalités. Donc on peut par exemple rendre la lumière plus chaude ou plus froide. Donc ça c'est utilisé de façon assez classique, mais maintenant avec les panneaux de LED, on peut créer des lumières beaucoup plus travaillées parce qu'elles sont numériques. Mais on utilise beaucoup aussi les gélatines justement pour mettre un filtre. Si on veut avoir une lumière, la lumière ici elle est jaune, si je mets une gélatine bleue, elle va ressortir un peu plus bleue. Donc les réflecteurs, il y a différents types de réflecteurs. Il y a les blancs qui adoucissent, il y a les argentés, on peut les voir à droite, hein, et l'effet sur la personne. Les argentés renforcent la lumière, les dorés vont réchauffer le ton de la peau. Les réflecteurs sont placés pour combler les ombres ou pour intensifier les lumières en conditions de faible éclairage. En extérieur, justement, c'est aussi très utilisé dans les tournages en extérieur, parce qu'on ne peut pas contrôler toute la luminosité en extérieur, alors qu'en studio, on peut avoir une meilleure possibilité de contrôler en fait sa luminosité. Un réflecteur blanc peut illuminer justement en l'extérieur le visage d'un lecteur sans recourir à une source lumineuse artificielle. On peut voir sur les différents effets entre l'effet white, silver, etc. Vous voyez que ça a différents impacts sur un des côtés de la personne. Les diffuseurs, il y a des toiles, des papiers translucides, des gels qui sont utilisés pour adoucir la lumière et réduire les ombres dures. Ça diminue les contrastes pour des visuels plus doux en évitant les reflets excessifs. Dans les scènes d'intérieur, les diffuseurs créent une atmosphère justement apaisante, par exemple pour des scènes de dialogue. On peut aussi parler des gobos et des effets visuels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gobo? C'est un objet qui est placé entre la source de la lumière et le sujet pour projeter des ombres spécifiques, comme des motifs de feuilles, des fenêtres ou des volets. Les gobos ajoutent de la texture et des détails à une scène, ce qui apporte une dimension dramatique ou symbolique. Par exemple, dans une scène de film d'époque, un gobo peut projeter l'ombre d'une fenêtre, ce qui va renforcer
l'impression d'un lieu ancien ou nostalgique. Typiquement, on peut voir tout d'abord sur l'image de droite, il y a différents types de gobos, donc vous voyez que ce sont différentes formes géométriques. La lumière en fait va passer par ces différentes formes géométriques. Donc ce sont les motifs qui vont donner une texture d'ombre particulière. Soit c'est comme sur l'image en bas, vous voyez qu'on a un effet de volet en fait euh, sur la photo avec les poteries. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Vous voyez que c'est grâce à l'utilisation des gobos qu'on crée cet effet-là. Vous voyez que ça donne une dimension supplémentaire à l'image. Ça donne une ambiance particulière. Donc, il y en a différents types. On peut projeter aussi des feuilles, on peut projeter des volets, etc., etc. Donc les différentes sources lumineuses, évidemment, il y a des sources naturelles et il y a des sources artificielles. Les sources naturelles, ce sont le soleil, la lumière ambiante. Les avantages, c'est l'aspect naturel, la flexibilité en extérieur. Par contre, évidemment, il y a de gros inconvénients, c'est la dépendance à la météo et donc aussi aux contraintes horaires. Voir en haut un tournage en lumière naturelle. Et les sources artificielles, ce sont avec des projecteurs, des LED, des spots. L'avantage, c'est qu'on a un contrôle total sur la luminosité et la direction. Par contre, ça nécessite une logistique beaucoup plus complexe, évidemment. On peut voir tout en bas une capture d'écran du film de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, justement. Vous voyez que là, c'est un éclairage qui est totalement artificiel, mais qui est digétique. Hein, c'est dans la scène, c'est dans la scène de l'histoire. Et vous voyez que ça donne une autre impression euh, que de filmer en lumière naturelle. L'éclairage de jour, les tournages en extérieur, justement, vont bénéficier de la lumière naturelle, mais nécessitent des ajustements pour éviter les ombres trop dures. Les placements des acteurs par rapport au soleil est crucial pour contrôler les ombres et l'intensité lumineuse. On peut utiliser justement des réflecteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, pour combler les ombres sous un soleil de midi, ou des diffuseurs pour adoucir la lumière en plein jour. Terrence Malick est connu pour ses tournages avec une luminosité et une lumière naturelle. On peut le voir ici justement. Euh, c'est très poétique la façon dont c'est tourné. On a quasiment un personnage en contre-jour qui marche comme ça, et on voit derrière le soleil, en fait, qui est un soleil soit levant, soit couchant. On n'a pas le contexte ici. On a une ombre projetée du personnage qui est énorme, qui arrive jusqu'au spectateur. Vous voyez tout le travail ici de composition, de composer avec la lumière. Ça crée, la lumière ici va créer l'effet de silhouette et va créer des formes géométriques comme le triangle avec l'ombre projetée. Tout ça fait le succès de cette composition. C'est pour montrer à quel point c'est un art de pouvoir composer, non seulement avec le placement des acteurs, etc., mais avec la lumière, en jouant sur les ombres et la lumière. Pour l'éclairage en intérieur, on va avoir le positionnement des sources lumineuses pour imiter les lumières du jour, par exemple. Des fois, ça nous permet de filmer à n'importe quelle heure. On peut même filmer la nuit et en simulant la lumière du jour. La couleur et l'intensité des sources lumineuses peuvent être ajustées pour simuler une ambiance matinale, de midi ou du coucher de soleil. Dans une scène d'intérieur, l'utilisation de softbox et de diffuseurs peut imiter une lumière douce du matin, ce qui va apporter un sentiment de calme. On peut voir une photo sur la droite, hein, on est sur le tournage d'Avatar 2 avec James Cameron qui est à gauche et son acteur qui est à droite. Ici, l'éclairage de cette scène est entièrement, vous voyez, on peut voir même les LED en haut, et entièrement en lumière artificielle. Alors, qu'en est-il de la colorimétrie et l'éclairage? La colorimétrie en photographie cinématographique. Donc on en a un peu parlé pendant l'introduction. La colorimétrie est l'étude de l'application des couleurs et de leur perception dans l'image. Ça permet de définir l'ambiance et le ton d'une scène en ajustant justement la fameuse palette colorimétrique. Vous voyez, encore une fois, on a 4 films différents avec 4 palettes colorimétriques différentes, ce qui donne à chacune soit des films en entier ou de ces images, si on regardait juste les images, une identité propre. On a en haut à gauche avec Emma Stone euh, son personnage qui est habillé en bleu et qui est sur un fond jaune. Vous voyez, donc ça fonctionne très bien en termes de quasi-couleurs complémentaires. On a à droite le personnage du Joker avec déjà une couleur qui détermine le Joker, c'est le jaune. Donc oui, on a une utilisation concrète de sa couleur qui définit le Joker normalement. Et après, on a un personnage tout en bas en rose, son univers avec des couleurs chaudes, vous voyez, ça le définit un peu plus. Et en bas, je pense que c'est la forme de l'eau, justement, Del Toro. On a des tonalités plus sombres, mais on a des nuances de bleu, parce que le personnage
à l'origine est un personnage aquatique. Petit rappel sur les couleurs primaires. Donc on a les couleurs primaires, il y a le rouge, le vert et le bleu. On parle en anglais de RGB pour Red, Green et Blue. Ce sont des composantes de base de la lumière. C'est utilisé pour créer une vaste gamme de couleurs. En fait, à partir de ces trois couleurs-là, même d'un point de vue numérique, hein, votre écran en fait est paramétré avec les fameux paramètres RGB. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, à partir du rouge, du vert et du bleu, on peut créer toutes les autres couleurs. En fait. C'est ça qui est fort. Les projecteurs RGB permettent un contrôle total sur la teinte, la saturation et l'intensité de la lumière. Dans une scène de boîte de nuit, des combinaisons de rouge, vert et bleu peuvent créer aussi, pourquoi pas, une atmosphère vibrante et psychédélique. Vous voyez que sur nos cercles chromatiques à côté, on voit que par exemple l'association du rouge et du vert, ça va créer du jaune, l'association du bleu et du rouge, ça va faire du magenta, etc., etc. Et donc on peut vraiment créer toutes les nuances euh, de couleurs. Les couleurs complémentaires, on en avait parlé aussi dans le langage cinématographique. Si vous ne l'avez pas vu, le cours, je vous invite à regarder le cours Le langage cinématographique, qui est un long cours, entre parenthèses, qui est très important, peut-être même le plus important de tous les cours de cinéma. Donc les couleurs complémentaires, opposées sur le cercle chromatique, par exemple on a le bleu et l'orange, ils sont opposés, on peut le voir sur la droite. On a aussi le rouge et le vert qui sont aussi opposés. Ça va créer un contraste visuel très saisissant, ça accentue les émotions, capte l'attention, c'est très agréable à l'œil en fait, et ça rend les scènes mémorables. En termes d'application, on peut utiliser l'éclairage avec des néons, des filtres, des décors et les costumes pour une harmonie visuelle, et en post-production pour renforcer les contrastes. On peut voir tout en bas une scène encore une fois du Joker, où il y a une utilisation ici des couleurs complémentaires, des nuances de bleu et des nuances d'orange, qui fonctionnent très bien. Vous voyez, donc là c'est fait exprès, rien n'est laissé au hasard. Il faut comprendre que sur les costumes, sur les décors autour, etc., rien n'est laissé au hasard, tout ça est mûrement réfléchi. Quels sont les paramètres clés? Il y a tout d'abord la saturation. On a à droite à chaque fois à quoi ça correspond d'un point de vue visuel. Donc la saturation, c'est le niveau d'intensité d'une couleur dans une image. Une saturation élevée rend les couleurs plus vives et éclatantes, tandis qu'une faible saturation produit des couleurs plus ternes, avec un effet monochrome. On voyait que le même rouge, il est très intense à droite, et il va de plus en plus, quand il est désaturé, vers du gris. Les teintes, ce sont en fait les couleurs elles-mêmes, donc il y a différentes teintes, le rouge, le bleu, le vert, sans tenir compte justement de la saturation et de la luminosité. La teinte détermine le caractère distinctif de chaque couleur sur le spectre. Voilà, donc c'est ce qu'on a un peu sur la droite. L'exposition, on en a parlé tout à l'heure, c'est la quantité de lumière capturée par le capteur ou la pellicule. Une bonne exposition équilibre les détails dans les zones claires et sombres, tandis qu'une surexposition ou sous-exposition masque les détails. Le contraste, c'est la différence entre les parties les plus sombres et les plus claires d'une image. Un contraste élevé accentue les ombres et les lumières. Vous voyez, on peut le voir sur la droite, sur le premier carré, on a un très fort contraste entre la zone blanche et la zone noire, ce qui va donner un effet plus dramatique, tandis qu'un contraste faible crée un effet doux et homogène. En fait, vous ne le voyez pas beaucoup, mais il y a le gris, le cercle gris, donc il y a un effet de contraste moins intense. Le dernier, c'est pas exactement la même couleur, il y a quasiment il y a aussi un cercle, mais qu'on ne voit quasiment pas à l'écran. Les niveaux noirs, c'est l'indicateur de la profondeur des noirs dans une image. Des noirs profonds ajoutent de la richesse et du relief, tandis qu'un niveau noir élevé rend l'image plus plate. Donc c'est ça, justement, on peut jouer aussi là-dessus. Il faut jouer là-dessus pour qu'on ait l'image qu'il nous faut. Les températures de couleur, on en a parlé tout à l'heure, c'est mesuré en Kelvin, ça définit la chaleur, des couleurs chaudes aux couleurs froides. Une lumière chaude, ce qu'il faut comprendre, donc environ 3200 Kelvin, donc on peut le voir aussi sur l'image, entre différents moments de la journée, vous voyez, entre le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, quels sont les différents Kelvin. Donc on a au lever du soleil, c'est inférieur à peu près à 2000, pareil pour le coucher du soleil, et on a un maximum au moment quand le soleil est à son zénith, entre 5500 et 8500 Kelvin, donc c'est là où c'est le plus chaude en fait. Une lumière chaude, on l'a dit, c'est 3200, ça crée une atmosphère accueillante ou nostalgique, tandis qu'une lumière froide, 5600, ça donne un effet clinique ou distant. Dans une scène de coucher de soleil, une température en général est autour de 3200, ce qui est idéal pour des tons chauds.
La lumière chaude va apporter une ambiance intime, chaleureuse ou romantique, souvent utilisée dans les scènes de dîner ou d'intérieur. Et les lumières froides vont créer une atmosphère tendue, froide ou inquiétante. C'est idéal pour les scènes de suspense ou de science-fiction. Une lumière froide bleue est souvent utilisée pour évoquer justement l'angoisse ou la peur, tandis que les tons chauds sont préférés pour les scènes de réconfort. On peut voir en haut une scène de Kill Bill. Tous les personnages sont en silhouette, entre parenthèses, vous le remarquez, un effet stylistique. Tout l'arrière-plan est bleu, scène très froide. On voit en bas un plan du film Heure, tourné quasiment en lumière naturelle. Je pense qu'il y a des réajustements par la suite. Et vous voyez que les couleurs sont plus chaudes et ça crée une toute autre ambiance. Quel traitement colorimétrique pour les scènes de nuit? On va utiliser des tons froids pour la nuit. Les scènes de nuit sont souvent éclairées avec des teintes bleues ou grises pour évoquer la lumière de la lune. On va utiliser des lumières à basse intensité ou des filtres bleus pour imiter l'éclairage naturel nocturne. Lorsque la scène est filmée en plein jour et qu'on simule un éclairage de nuit, justement, on parle de nuit américaine. C'est une technique, on va filmer en plein jour des scènes comme si c'était des scènes de nuit et ensuite on va faire un traitement colorimétrique pour rendre euh, pour simuler en fait une nuit c'est pour ça qu'on parle de nuit américaine. Dans les films d'horreur, la lumière bleue en extérieur renforce la solitude et l'inquiétude des scènes nocturnes. On peut voir ici l'utilisation de, pour, pour le clip de Michael Jackson sur la chanson Thriller. Vous voyez comment la lumière bleue autour, là, on a une fausse lumière de nuit simulée, renforce le côté inquiétant au moment où il se transforme en zombie. Sur l'éclairage de l'atmosphère, tout d'abord, on en a parlé dans le cours Le langage cinématographique. Il y a une symbolique, les couleurs sont porteuses d'une symbolique. La lumière et la couleur portent des significations, ce qui va influencer les émotions du spectateur. Dans un drame, des tons chauds peuvent représenter la chaleur d'une relation, tandis justement qu'un éclairage froid va exprimer la distance ou la rupture. Les tons rouges peuvent indiquer la passion, on l'avait vu ensemble, la violence, tandis que le vert va évoquer souvent un environnement soit toxique ou surnaturel. Vous pouvez retrouver un peu dans cette image à droite les différentes euh, symboliques associées aux différentes couleurs. Quel rôle des gels et des couleurs? Donc on en a parlé. Les gels de couleurs sont des feuilles colorées placées devant les sources lumineuses pour altérer la couleur de la lumière. Ça va ajouter à l'objectif, c'est ajouter à l'objectif les filtres pour modifier la tonalité globale ou les contrastes de l'image. Les gels rouges ou bleus sont souvent utilisés pour marquer des transitions émotionnelles ou renforcer des ambiances. Dans les scènes d'action nocturne, justement, des gels bleus peuvent être utilisés pour accentuer, comme on peut le voir dans le film Only God Forgives, ici. On va utiliser un filtre avec une lumière bleue. Vous voyez que toute la scène est bleue, en fait, et même les ombres sont bleues, ce qui va justement donner un aspect plus mystérieux et dramatique. Quelques techniques pour créer des tons chauds et froids. Donc pour les tons chauds, on va utiliser des gels orange ou de lumière tungstène, par exemple à 3200 Kelvin, pour donner des tons chaleureux, comme on peut le voir sur toute l'image tout en bas. Sur les tons froids, on va utiliser des lumières LED réglées à 5600 Kelvin ou une utilisation des gels bleus pour maintenir des effets froids et cliniques. Vous voyez la différence, donc, entre tout en haut c'est plutôt froid et tout en bas c'est un peu plus chaud. On peut justement utiliser ces techniques de tons chauds et tons froids dans des scènes de flashback. Des tons chauds peuvent ajouter une sensation de réconfort justement ou de souvenir. Pour les scènes en noir et blanc, donc si vous choisissez de faire un film en noir et blanc, l'idée c'est d'accentuer les contrastes. L'absence de couleur met l'accent sur la nuance des gris, donc le contrôle de lumière est essentiel pour les détails. La lumière dure va accentuer les lignes et les textures, comme on l'a vu, tandis que la lumière douce va créer des transitions plus subtiles de gris. Dans les films noirs, on peut en voir un à droite, la griffe du passé, l'éclairage est souvent dirigé et contrasté pour renforcer l'ambiance dramatique des scènes en noir et blanc. Vous voyez qu'il y a un style très particulier, ce qui accentue comme ça cette mise en scène. Vous voyez comment les deux personnages sont sculptés par la lumière. Quelques techniques avancées. Il y a notamment ce qu'on appelle d'éclairage high key et d'éclairage low key. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éclairage high key? Ça se caractérise par une lumière uniforme et douce, ce qui va réduire les ombres et créer une atmosphère claire et optimiste. On peut le voir à gauche, le personnage avec la femme avec un éclairage high key. En revanche, l'éclairage low key va créer des contrastes marqués avec des ombres profondes,
générant une ambiance sombre et dramatique. Le high-key est utilisé pour des scènes lumineuses, joyeuses et sans ombre trop lourde, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le low-key va être utilisé justement pour des scènes sombres ou mystérieuses, souvent avec des jeux d'ombre pour accentuer la tension ou le suspense. Pour les ombres, l'ombre est produite par la lumière évidemment bloquée par des objets ou des corps. Le placement des sources lumineuses va déterminer non seulement la forme de l'ombre, mais aussi son impact émotionnel sur le spectateur. Les ombres peuvent être créées par une lumière douce ou dure, entre parenthèses, selon l'intensité et l'angle de la source lumineuse. Le placement stratégique de la lumière permet de renforcer ou de dissiper l'impact émotionnel de la scène. On l'a vu tout à l'heure avec l'image, comment l'ombre projetée de la dame qui marche en contre-jour crée une composition spécifique. On en voit encore plus sur l'image à droite dans différents films. Vous voyez comment les ombres à chaque fois peuvent être utilisées de mille et une façons pour représenter des choses, notamment tout en haut, vous voyez encore une fois les ombres projetées, comment on peut jouer sur des ombres projetées très grandes, ce qui va créer encore une fois un aspect encore plus menaçant ou inquiétant, ou jouer sur la silhouette, etc. Donc vous voyez que j'insiste encore une fois quand je dis que c'est un langage cinématographique, car chaque outil qu'on va utiliser va être interprété euh, quasiment d'une façon par le spectateur. On peut aussi utiliser l'éclairage en contraste élevé, donc ça va créer une différence marquée entre les zones éclairées et les ombres. C'est quasiment du clair-obscur. Hein. On va utiliser des lumières très fortes pour éclairer certaines parties du cadre et des ombres profondes pour le reste, ce qui va créer une atmosphère de tension. C'est idéal pour des scènes où l'on veut accentuer l'émotion ou le conflit. J'ai utilisé par exemple dans le film Sin City un éclairage très contrasté entre lumière et ombre va créer une atmosphère très stylisée. Ça s'inspire aussi de la bande dessinée, donc c'est aussi pour ça. Et ça va créer une dimension d'autant plus dramatique. Quelle gestion de la lumière sur les objets? La lumière peut être utilisée pour diriger l'attention vers des objets spécifiques dans une scène. On l'avait vu avec Blade Runner et on l'avait vu ensuite avec Les Misérables, avec Fantine. Que ce soit pour détailler un élément important ou pour renforcer un élément symbolique, justement, on va utiliser des lumières spécifiques pour illuminer un objet clé ou une scène de détail. L'éclairage peut aussi varier selon l'échelle de l'objet, de la petite scène à un paysage plus grand. On peut voir sur Skyfall comment on va utiliser la scène est totalement sombre. Hein. Il a quasiment que deux sources de lumière, une source de lumière naturelle et une lampe sur la droite qui renforce la perspective à droite en fait, qui crée un effet de profondeur sur la droite. Mais vous voyez comment la lumière naturelle, avec notamment les raies de Dieu, éclaire le personnage assis et comment ça habille en fait le personnage. Ça donne ici en l'occurrence c'est une lumière quasiment atmosphérique parce que on voit les particules. En fait, il y a un effet de poussière en fait dans cet appartement. Donc ça donne un cachet particulier à l'image. Encore une fois, un travail de très haute voltige justement pour faire cette composition marquante. Alors, on va parler aussi, évidemment, à la couleur, on peut aussi la travailler, on la travaille à chaque fois, évidemment, aussi en post-production. Donc la colorimétrie en post-production, ça consiste à ajuster les teintes et les nuances pour donner une atmosphère et un ton spécifique à une scène, ce qui va contribuer à l'unité visuelle d'un film. En manipulant les couleurs, on peut plonger les spectateurs dans un état émotionnel, évidemment, on l'a dit, hein, soit froid, chaud, etc., et ainsi renforcer l'immersion dans l'univers du film. Dans Matrix, les scènes du monde réel, justement, vous voyez en haut, sont teintées de bleu, tandis que les scènes dans la matrice, on voit en bas, sont teintées de vert, ce qui va illustrer le contraste entre les deux mondes. Vous voyez, il y a un code couleur qui est utilisé pour démarquer la réalité du monde de la matrice. La correction des couleurs permet d'équilibrer la température, les teintes froides ou chaudes et la luminosité pour que les couleurs apparaissent de manière cohérente d'une scène à l'autre. Ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que, on l'a déjà dit, c'est que les scènes ne sont pas forcément tournées au même moment pour X raisons. Elles peuvent être tournées sur 3 jours, 4 jours. Donc la luminosité peut varier si on est en extérieur. Si on est en studio, c'est plus facile évidemment. Mais si on filme en extérieur, ça peut changer. Donc il faut créer une cohérence entre toutes les scènes pour que le spectateur ne s'aperçoive jamais d'une différence de luminosité, etc., etc. Donc c'est pour ça on fait à chaque fois, on retravaille évidemment les couleurs, la luminosité en post-production.
D'autant que quand on filme, en général, l'image est brute. Donc, ce sont des images brutes. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut retravailler les couleurs en post-production. Cette technique va assurer une cohérence visuelle, éviter des variations brusques de lumière, ce qui va offrir justement une expérience visuelle continue et fluide pour le spectateur. On peut voir sur l'image, entre une image qui n'est pas corrigée, qui a été en brute, et après un retravail en post-production. Vous voyez, on va accentuer ici sur l'image en bas, on va accentuer la saturation, on sature un peu plus les couleurs, on va augmenter la saturation, on va augmenter les contrastes, on va augmenter les niveaux de noir, justement, pour que les noirs apparaissent plus noirs et les blancs apparaissent plus blancs, etc., etc. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux images. Donc on va gérer les sous-expositions, donc retravailler la lumière dans les scènes sombres pour révéler les détails cachés et améliorer la lisibilité. En éclairant stratégiquement les zones d'ombre, on maintient l'attention sans perdre en clarté, ce qui est essentiel, entre parenthèses, dans les films de suspense ou d'horreur. Par exemple, dans Batman Begins, les scènes nocturnes sont éclairées de manière à mettre en valeur le costume sombre de Batman, si vous vous en rappelez, justement, tout en conservant cette fameuse atmosphère assez inquiétante. On va gérer les éblouissements, ça consiste à atténuer ou à intensifier les reflets de la lumière sur les surfaces pour une apparence plus réaliste. Si on ajuste ces détails, on évite les distractions visuelles et on obtient des images plus nettes, particulièrement dans les scènes en extérieur ou de forte luminosité. Ça peut être utilisé par exemple dans les films d'action tels que Fast and Furious. Les reflets de lumière sur les voitures sont minutieusement, parce que les voitures vont réfléchir beaucoup de lumière, donc il faut soit atténuer, soit renforcer la lumière en fonction de l'effet recherché. L'étalonnage des couleurs, c'est très important. Donc, l'étalonnage, c'est l'étape où on ajuste précisément les couleurs, les contrastes et les niveaux de saturation pour donner un style particulier à chaque scène. Ça permet de sublimer les images, d'accentuer les émotions et de donner une signature visuelle unique au film. Par exemple, dans le film Mad Max Fury Road, ça utilise un étalonnage intense et désaturé s'il le faut, mais en général c'est quand même assez saturé. Pour renforcer l'impression de sécheresse ou de chaos post-apocalyptique, on peut voir ici une différence entre, à gauche, l'image qui serait pas travaillée, et à droite, le rendu cinéma, où on va travailler sur nos différents paramètres. C'est une collaboration entre plusieurs départements, entre le réalisateur, le chef opérateur et le coloriste, ou l'étalonneur aussi, on parle aussi d'étalonneur, ce qui est crucial pour développer justement une vision visuelle cohérente et esthétique. Et ça va garantir que la direction visuelle, décidée dès le tournage, soit bien respectée et enrichie justement en post-production. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.